Michel Tremblay. Elle a pourtant interprété avec brio sa pièce Albertine en 5 temps. C'est que Gisèle Schmitt, grande amoureuse de la langue française, est d'abord et avant tout une grande comédienne. Née en 1921, c'est à l'âge de 5 ans seulement qu'elle fait ses débuts sur scène au Monument National au sein de la Société canadienne de comédie. 10 ans plus tard, elle fait par hasard une rencontre décisive qui est à l'origine de sa passion pour la langue de Molière et le théâtre. Madame Jean-Louis Audet, qui donne des cours de diction et d'art dramatique, la prend sous son aile et lui communique sa ferveur pour la scène et pour le bon parler français. À 16 ans, forte de ses apprentissages auprès de Madame Audet, Gisèle Schmitt entame une carrière professionnelle. Dès lors, on la voit littéralement partout. Elle joue d'abord dans de nombreux radioromans, Ce qu'on aime, Grande Sœur, L'Ardent Voyage. Puis, lorsque la télévision voit le jour, ce sont les téléromans qui mettent son talent en lumière. De 14 rue de Galais dans les années 50 au Montréal PQ de Victor Lévy-Beaulieu dans les années 90, elle fait partie d'innombrables productions. Parallèlement au théâtre, elle participe au début de plusieurs générations d'auteurs dramatiques, dont Marcel Dubé, Michel Tremblay et Gaétan Charlebois. Elle devient aussi rapidement une favorite du théâtre du Rideau Vert. En 1994, Gisèle Schmitt doit mettre un terme à sa carrière pour des raisons de santé, mais ses performances, empreintes d'émotion, auront enrichi de façon inestimable la scène culturelle québécoise. Toutes ces mères toujours sévères à leurs fillettes dépendent d'aimer, vaine dépense quand dès l'enfance d'un feu brûlant l'on se sent enflammé. On sent déjà malgré son innocence, on sent déjà qu'on est faite pour ça. J'ai fait passer l'amour souvent avant le métier. Quand on a 20 ans, quand on est une jeune fille toute neuve comme toi, on a secrètement envie des hommes. C'est dans notre nature, on est faite comme ça. Pourquoi, je sais pas. Pour donner suite à la vie, j'imagine. Et refuser, par exemple, de jouer un téléthéâtre très intéressant. Les répétitions étaient là. Et je devais passer une fin de semaine avec une personne que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai préféré passer la fin de semaine. Tu n'as jamais été aussi belle. Une priorité, c'était l'amour. Moi, Gaston, je t'ai toujours admiré. Moi, Gaston, j'ai toujours été fière de toi. Moi, Gaston, j'ai jamais cessé une minute de t'aimer. Moi, Gaston, je t'ai toujours aimé. Toujours. Toujours aimé. Si je suis venue au théâtre, c'était beaucoup pour ça aussi. C'était pour être aimé et pour aimer. Et jouer des personnages. D'ailleurs, je pense que, bien distribué, enfin, je ne sais pas si les directeurs seront d'accord, je crois que je suis une amoureuse. Sais-tu, ange aimé, que t'es dépareillé pour Fornèche 24? Voulez-vous m'aimer pour toute la vie? Curieux parce que quelqu'un qui ne l'aurait pas très bien connu aurait pu penser justement à légèreté. Mais tout ça, c'était vrai parce qu'elle se voulait légère, mais elle l'était pas au fond. Elle était profonde, posait des jugements sur les gens très sûrs. Jugements aussi au point de vue métier. Je l'avais vu très sûr d'elle. Elle a donné, travaillé et donné. C'est ça. C'est simple, la vie de maman, en fait. C'est le travail et puis le don de soi et la passion. Excellente cuisinière. Hein? Moi, elle me faisait des poules au pot. J'en ai trop, il faut que tu en prennes. C'était la joie
de me dire « je t'en ai fait pour toi ». Elle était très généreuse, Gisèle. Elle a toujours senti le besoin d'aider les jeunes, de leur faire comprendre que pour devenir un acteur ou une actrice, c'est important de lire, d'avoir du vocabulaire, de se renseigner, de s'informer. Et c'est une femme qui était très renseignée, très informée, qui est toujours très renseignée. Alors, cette préoccupation-là envers les jeunes était vraiment très importante pour elle. Elle a un sens de la répartie extraordinaire. Ça, c'est... On dit quelque chose, puis elle nous répond du tac au tac, quelque chose de tellement intelligent, de tellement brillant et de tellement précis qu'on tombe à terre. Alors ça, c'est fantastique. Elle avait un très beau regard. Elle avait toujours un très beau regard. Et puis... on sentait qu'il y avait de la profondeur derrière ce regard. Puis en même temps, une grande générosité. Elle était très généreuse, Gisèle. Très, très, très généreuse. Et bonne. Très bonne. C'est une femme bien. Très bien. Ce qui veut dire que j'aurai 80 ans le mois prochain. Mon père, mon papa, a travaillé pour le Canadien national 40 ans. Ils appelaient ça le CNA dans le temps. Et ma mère n'avait pas une très bonne santé. C'est donc mes grands-parents qui m'ont élevé. Ils m'ont pas élevé, ils m'ont gâté. J'avais en plus de mes grands-parents tante Fleurette qui était là et qui m'apportait des bonbons, des cadeaux, des choses. Elle faisait partie d'une troupe de théâtre qui s'appelait, je pense, le théâtre de variété, d'opérette, je sais pas, je me rappelle plus très bien, j'étais petite. Et alors, elle m'amenait aux répétitions. Et alors, un soir, j'étais avec la troupe, puis ma tante aussi, évidemment. Et alors, on apprend que la petite fille qui devait jouer le rôle d'une enfant, qui se fâchait, qui mangeait du chocolat, qui cassait sa poupée, était malade, ou même très gravement malade, et qu'elle ne pourrait pas le faire. Alors, mon oncle Sutton, qui est devenu mon oncle parce qu'il a épousé ma tante, lui a dit, Mademoiselle Picard, la petite que vous amenez là avec vous, elle pourrait pas faire ça. Et tante a dit, je ne sais pas. Je peux toujours essayer de lui apprendre le texte. Et puis alors on verra. Et c'est ce qui s'est passé. À la Générale, les éclairages, la petite robe de crêpe de Chine, les petits souliers en cuir verni, puis tout ça, je n'ai jamais voulu dire un mot. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on m'avait fait? Jamais. Là, ma tante était fâchée après moi. Puis, petite peste. Elle m'appelait petite peste quand je ne faisais pas ce qu'elle voulait. Petite peste. Puis alors tout le monde était à mes genoux. Puis alors écoutez, on joue demain. Puis tu vas être fine, tu vas être belle, tu es élégante. Jamais. Je n'ai pas ouvert la bouche. Et le soir de la représentation, j'avais d'ailleurs une critique que je n'ai pas retrouvée, je vous l'aurais montré, où on disait que c'était charmant, puis que la petite Gisèle Schmitt était adorable. J'avais 4 ans. Alors, je ne sais pas si ça m'a donné la piqûre ou si ça m'a orientée, mais ça s'est passé comme ça. À 16 ans, Gisèle fait partie des guides. On organise un camp à l'île Perrot. Et c'est elle qui a pour tâche d'aller chercher de l'eau potable chez le paysan voisin. Elle fait alors une rencontre qui sera déterminante dans sa vie. Une dame vient à moi et se présente. Elle se nomme Madame Jean-Louis Audet et elle partageait la maison du paysan. Alors elle me dit, mon petit, viens ici, viens avec moi.
Et alors elle entre dans la maison, elle se met au piano et elle me fait chanter. Alors je chante mes chansons scouts, elle mettait des accords. Et alors elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? J'avais de grandes ambitions, je voulais être médecin, je voulais être docteur. Alors je lui ai dit ça, mais mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des études de médecine. Et puis de toute façon, c'était pas la mode beaucoup, puis c'était dur, c'était difficile. Mais j'ai dit à Mme Audet, j'ai dit, si je n'arrive pas à faire un médecin, je vais faire une garde malade. Puis je serai tellement bonne qu'on me remarquera et que quelqu'un me paiera mes études pour que je devienne médecin. En fait, c'était des grandes ambitions pour une rêveuse. Je rêvais. Alors elle m'a dit, non, 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 tu ne feras pas une garde malade, tu vas venir chez moi. Puis elle m'a beaucoup aidée, elle m'envoyait prendre des cours de littérature française. Et puis le petit peu de culture que j'ai, je leur en dois beaucoup au Audet. Cette femme-là l'a formée, c'est le départ de tout. Tu sais. L'amour de la langue, par exemple. Moi, je perçois maman comme étant une personne qui peut-être parle le français le plus impeccable que j'ai jamais entendu. D'ailleurs, elle est allée à la Sorbonne il y a quelques années, on fait déjà 20 ans, parce que justement pour perfectionner encore cet art et ce don qu'elle a. On a toujours parlé de la diction de maman, on a toujours parlé du timbre de sa voix, mais enfin, ça aide, c'est sûr, mais elle a, toute sa vie, elle a voulu transmettre aux autres ce que Mme Audet lui avait probablement sûrement transmis, l'amour de la langue. L'espèce de conservatoire qu'elle avait chez elle, ça chantait, ça découvrait la musique ancienne, les chants du Moyen-Âge, de la Renaissance. Gisèle a baigné dans cette atmosphère-là. J'ai une autre personne que je beaucoup. Un ami, en fait, ami d'enfance, puis ensuite qui est devenu ami dans le métier, Pierre Dagenet, dit, chez Mme Audet, pour moi, c'est tout. C'est plus que ma famille. C'était là, ma famille, avec André, Marco, Gisèle, puis d'autres. Tout le monde est passé par là. Et Gisèle a puisé à cette source de culture, et de culture sans prétention. Je sais pas de diable ce qui se passait dans ce sous-sol-là, mais il s'est passé bien des choses. Ouais, elle a trouvé, c'est sûr, elle a trouvé papa. C'est Jean-Marc Audet, c'est Marco. Et alors, je revoyais les beaux garçons de Mme Audet. Et alors, je suis tombée amoureuse. J'ai été amoureuse de Jean-Marc. Je vous ai dit que c'était le plus beau des deux. Mme Audet avait deux fils. Il y avait André Audet, qui était auteur, qui était avocat, en fait, et puis aussi qui avait fait des études de médecine, et puis qui était auteur, et puis c'est lui qui écrivait Madeleine et Pierre. Je ne sais pas si les gens, moi, Madeleine et Pierre encore, j'étais pas là, mais les gens qui sont un tantinet plus âgés que moi se souviennent de Madeleine et Pierre. C'est une espèce de Jules Verne de l'époque, à la radio. Et l'été, il se faisait des tournées de Madeleine et Pierre. Et là, Mme Audet profitait de faire travailler tous ces jeunes comédiens, tous ces gens de talent qui étaient chez elle. Puis c'est comme ça que tout ce monde-là. Et papa était là, était aussi était aussi comédien, était musicien, était danseur, était technicien. Papa avait un sens de la technique. Et puis voilà, tout le monde vivait cette merveilleuse aventure. Et puis c'est comme ça que maman et papa, évidemment, se sont mariés. J'ai adoré ça. C'est vraiment pour tout le monde. Hein? Je vous le recommande. Irrésistible. Un grand classique. 2 fois, bravo. J'aurais jamais voulu que ça finisse, vraiment. Les gens qui font l'essai de la Dodge Caravan sont étonnés par sa tenue de route, son confort et encore plus par son prix. Faites-en l'essai. Admirez, comparez, conduisez. Le véhicule le plus vendu au pays. Allez-y. Seulement chez votre concessionnaire Chrysler Dodge Jeep. C'est le moment où vous trouvez enfin le cadeau idéal. C'est le moment où vous rayez le dernier nom de votre liste. L'événement Liste de cadeaux de Future Shop vous offre plus de bons moments. Comme le moment où vous comptez vos économies sur...
Cet ordinateur compact et moniteur, seulement 1249 $. Cette télé 13 pouces, 129 $. Ou cet appareil photo numérique Kodak, 549 $. Tous appuyés par notre garantie du plus bas prix. On vous fait vivre les meilleurs moments des fêtes. Future Shop, vous aimerez ce que votre futur vous réserve, en magasin et en ligne. L'instantané multijeu, c'est un mot caché, un loto bingo et un code secret sur le même billet. Ça veut dire qu'on gratte l'eau. On gratte longtemps, puis ça, c'est plaisant. On gratte longtemps, puis ça, c'est plaisant. Pas besoin de frapper pour rentrer chez nous. Joe, please say it ain't so. We've pinned our hopes on you, Joe, and then ruining our show. La maison sous les arbres. La gomme Nicorette. Pour contrôler vos envies de fumer une à la fois. Ah, contraction? Je me suis dit, Martin, fais quelque chose. Hey! Hop, hop, le bébé! Vite, 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 hôpital! OK! Valise! Valise! Crochet! Jaquette! OK! C'est pas tellement que ça m'énervait, c'est juste que... Chambre! Peinture! Bleu! Oh! C'est bon! OK! Pyjama! Tétine! Toutou! Valise! Dans l'auto! À 7 mois, tout peut arriver. Martin! Ouais! Même un bébé. Respiration! Ce que je lui dis, en fait, c'est une fausse alerte. Allez voir tout ce qu'on peut vite consulter grâce à Sympathico édition de vitesse. Allez-y, avec Belle. Quelques années plus tard, ce sera la rupture entre Jean-Marc Audet et Gisèle Schmitt. Mais celle-ci gardera toujours des rapports harmonieux avec le père de son fils, Jean-Pierre, le grand amour de sa vie. À 24 ans, 24 ou 25 ans, j'ai eu Jean-Pierre. Jean-Pierre est né en 1945. Ta naissance a été le plus beau moment de ma vie. Ah, ouais, important. Très important. C'est vraiment l'amour de sa vie. Oh mon Dieu, oui. Elle adore Jean-Pierre inconditionnellement. Il peut lui dire quelque chose de pas très gentil, ça peut arriver, et puis elle le prend. Je veux dire, elle peut venir les larmes aux yeux 2 secondes, mais c'est l'amour de sa vie. C'est son trésor, c'est son trophée. Elle a mis au monde un être... ben, c'est vrai, je suis pas mal d'accord avec elle. Mais non, vraiment, elle adore. Elle le défendrait comme une tigresse si jamais quelqu'un l'attaquait. Et puis, elle l'admire beaucoup, puis elle connaît ses beaux côtés. Puis, il y a beaucoup d'elle aussi. Il lui ressemble beaucoup, je trouve bien des points. Il fallait que je sois parfait. Il fallait que je parle bien, il fallait que je me tienne bien, il fallait que j'ai les cheveux bien en place, il fallait que j'ai une tenue vestimentaire soignée. Il fallait que je sois parfait. Je me souviens. Je trouvais ça tannant un peu. Là. Parce qu'évidemment, tu compares un peu avec les autres. Puis, pourquoi moi... En fait, j'ai l'impression que maman, là, pensait que j'étais le cousin du prince Charles. Ou bien, le prince Charles et moi, c'est à peu près la même chose. Elle le possédait trop. Quand moi je l'ai connu, là, je disais, laisse-le tranquille, laisse-le respirer. Il va mettre sa bicyclette chez toi, il est content. Alors il a porté sa bicyclette chez moi parce que ça dérangeait un peu sa mère. Gisèle était très exigeante avec lui, mais c'était peut-être une phase aussi où il était en pleine adolescence et c'est pas toujours facile pour une mère qui n'a pas l'habitude puis être seule aussi avec un enfant à cette époque-là. Elle était exigeante, mais elle l'aimait beaucoup. Parce qu'on voulait toujours de l'aimer trop aussi. C'est ça, Gisèle. Je l'adore, cet enfant. Mais c'est plus un enfant, c'est un homme. Ce que j'aime chez Jean-Pierre, c'est que je sens qu'il est bon. J'aime beaucoup cette bonté qu'il a.
naturellement, on ne l'a pas forcé. Nous avions un groupe d'amis intéressants. Micheline et Françoise Levranger, leur mari. Et alors, on faisait beaucoup de charades. Et puis, on avait comme auditeurs le papa et la maman Levranger, qui s'amenaient très impérialement, et puis qui s'assoyaient. Puis alors, on avait vu des ballets, les balayos, on avait vu des spectacles dans la semaine. On leur mimait ça, on fait la charade. Et puis ils applaudissaient, ils étaient contents, ils étaient heureux, nous aussi. Alors c'était une période assez gaie, assez mouvementée. J'ai connu Gisèle, elle avait à peu près 16 ans. Nous avions formé une espèce de club, Françoise, ma sœur et moi, et où on avait... Tout le monde venait. Il y avait, de l'époque, les gens de la radio, là, des Baillettes, tous ces gens-là. Puis alors, tout le monde, des jeunes et tout. Et Gisèle était venue avec Marco, probablement. Et alors, elle chantait. Puis je me souviens qu'elle était tellement adorable. Elle chantait « Je voudrais en savoir davantage, je voudrais te connaître en amour », avec ses belles pommettes-là. Oh, elle avait eu un succès formidable. Nous lisions Sartre, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Et puis alors nous discutions, nous changeons le monde. Françoise était très drôle, vous savez, on s'amusait énormément. Avec elle, elle était toujours prête pour les 400 coups, comme Gisèle, comme moi, alors ça faisait un bon trio. Et le trio se retrouve l'été à Percé, en Gaspésie. Percé, c'est la mer, le soleil que Gisèle aime beaucoup. Ce sont les amis, les amours, les fêtes et aussi, bien sûr, dans les années 60, le théâtre avec l'Escale. On retrouvait des gens comme en dehors du métier, là, comme Françoise Levranger, qui était une grande amie de Denise Pelletier à l'époque, Micheline Leborgne, son mari, et Gisèle est une habituée de Percé. Alors c'est sûr que quand on a été ensemble à Percé, on était là pour le métier. On jouait Ménagerie de verre dans lequel elle était. C'est un spectacle qui était merveilleux et Gisèle était exceptionnelle. J'aurais jamais vu un personnage comme ça, je pense, jouer comme elle l'a joué. C'était vraiment magnifique. Et elle était évidemment très, très heureuse d'être à Percé et très vivante à ce moment-là et très extravagante aussi. On s'est bien amusé, on aimait faire des blagues. Il faut que je sois quand même discrète, je peux pas tout raconter, mais ça éclatait et Gisèle avait beaucoup de plaisir. Elle trouvait ça très drôle. Gisèle Schmitt aime la vie, le rire, mais pendant 60 ans, c'est le travail qui l'accaparera. Ensuite, ce sera un feu roulant. À 20 ans, elle est déjà une artiste connue grâce à la radio, où elle jouera notamment au Théâtre Ford, dans Madeleine et Pierre, L'Ardent Voyage, Métropole. Au MRT, alors là, il y a Gracien Gélina qui m'a vu, qui m'a engagé pour sa revue, et puis qui m'a engagé aussi pour son programme de radio, qui s'appelait Le Train de plaisir, si je me rappelle bien, et puis qui m'a fait jouer dans ses revues. Ben, je l'ai même connue avant de la connaître dans le métier, parce qu'elle était déjà, elle, une comédienne reconnue, puis on habitait, mes parents habitaient sur Saint-Hubert, entre Chérier et Roy. Gisèle Schmitt habitait sur Berry, un peu plus haut que Roy, entre Roy et Duluth. Et elle était déjà connue par la radio, les revues de Gracien Gélina, et elle passait sur la rue Saint-Hubert, elle passait pour aller prendre l'autobus au coin de Chérier. Puis on la voyait avec son grand chapeau, élégante et belle, puis on se taisait, les gars, quand on voyait passer. Puis elle était un petit peu gênée pour passer vite. Lui rappelait ça. Et puis rien. Alors c'est la première perception que j'ai eue de Gisèle Schmitt. Les premiers souvenirs que j'ai de Mme Schmitt, c'était à la radio. Quand j'étais enfant, il n'était pas question le jeudi soir que je me couche avant 10 h le soir parce qu'il y avait le Théâtre Ford qui venait de la salle Saint-Stanislas, je pense. Et c'était des acteurs qui lisaient des espèces de résumés de pièces parce que c'était de 9 h à 10 h. Et j'avais des voix favorites. Il y avait des voix de femmes qui me touchaient déjà beaucoup. Enfant, il y avait Mme Brindamour, il y avait Mme Hébert, Jeanne Hébert, et Mme Schmitt, que j'écoutais, qui en faisait peut-être 5 ou 6 chacune par saison.
Et j'étais pas couchable le jeudi soir parce qu'il fallait absolument que j'écoute le Théâtre Ford. Et c'était une des actrices... Quand j'ai commencé à travailler, c'est évident que c'est un des premiers noms avec Denise Pelletier, avec toute cette génération-là d'actrices que je rêvais de voir dans une de mes pièces un jour, bien sûr. Nous n'étions pas nombreux, ce n'est pas comme aujourd'hui. Les élèves sortent très nombreux des écoles de théâtre. Alors, et puis ils ont le même âge. Nous étions 5-6. Alors, on travaillait beaucoup. Et moi, je me rappelle, entre autres, une pièce de Pirandello que je jouais et qui commençait, je terminais à la télévision à 8h30 et la pièce commençait à 8h30. Alors le taxi m'attendait et je sortais et alors j'avais le coiffeur qui me coiffait et alors moi je changeais de bas ou des trucs comme ça alors je vous assure que Jean-Louis Roux m'attendait, c'était le metteur en scène, m'attendait dans la coulisse, puis vite, je courais, je mettais mon costume, ma robe. Alors on travaillait comme ça. Le matin, la radio, l'après-midi, les répétitions de téléthéâtre, de télévision, et puis le soir, nous jouions au théâtre. C'est une travailleuse acharnée, une perfectionniste, une personne exigeante dans la vie, envers les siens, envers elle-même. Puis évidemment, c'est une passionnée. Parce qu'il faut avoir de la passion, je pense, pour travailler tant et vouloir se défoncer comme ça. Quelle soirée. Une balade au clair de lune. Un souper romantique à deux. Et un spectacle. Il a oublié un seul petit détail. C'est ma voiture. Le PT Cruiser 2002 de Chrysler. Voici ma voiture. C'est le moment où vous trouvez enfin le cadeau idéal. C'est le moment où vous rayez le dernier nom de votre liste. L'événement Liste de cadeaux de Future Shop vous offre plus de bons moments. Comme le moment où vous compterez vos économies sur... Cet ordinateur compact et moniteur, seulement 1249 $. Cette télé 13 pouces, 129 $. Ou cet appareil photo numérique Kodak, 549 $. Tous appuyés par notre garantie du plus bas prix. On vous fait vivre les meilleurs moments des fêtes. Future Shop, vous aimerez ce que votre futur vous réserve, en magasin et en ligne. Ah, excusez-moi, je cherche un outil. Une espèce de perceuse. Ça vient avec un bon compresseur. 340 BTU. C'est pour comme couper un 16, un 32. Exactement. Ah, sûr. On peut faire ça avec une toupie? Ah! Ouais, c'est certain. Plus de marques, plus de modèles, plus de choix. Toujours à des prix imbattables, des prix Renault Dépôt. Renault Dépôt vous propose la nouvelle perceuse Firestorm qui se transforme en tournevis grâce à son mandrin amovible. Des produits Black & Decker en stock chez Renault Dépôt. Les moyens de faire croître votre PME. Un partenariat à long terme. Des stratégies sur mesure. La BDC, des services innovateurs pour une croissance soutenue. BDC, exclusivement au service des PME. Avec l'appareil photo numérique et le support EasyShare de Kodak, il suffit d'appuyer sur un bouton et vos photos sont prêtes à être envoyées par courriel ou imprimées. La photo numérique en toute simplicité. Le plaisir de partager dans tes yeux la rose, courbe d'or de soleil, suivez mes lèvres, chanson d'amour.
parlais du théâtre, je parlais de mon métier. Je parlais de mon travail. C'est du travail. Ça m'était facile. J'avais certainement un don qui m'a servi, qui m'a aidé. C'était pas une passion. Je peux pas dire ça. C'était... J'étais très exigeante. Je travaillais bien. Mieux qu'à l'école. Mais non. Non, j'aurais préféré réussir ma vie amoureuse. Je pense qu'elle aimait passionnément son métier. Mais elle se défendait de ça. Elle dit non, c'est un métier, c'est tout. Moi, je le fais comme ça. Mais tout à coup, ça se sortait. Hein, puis j'avais une intensité, une générosité, un don de soi. Non, c'est une personne, je pense, une comédienne remarquable. Moi, quand je la voyais dans Ménagerie de verre, partir en folie, là, elle jubilait, puis le public embarquait avec elle. Elle était merveilleuse dans ça. Elle pensait à ça, elle racontait quand j'étais jeune. Puis là, elle montait sur une chaise. Paul Hébert avait fait une mise en scène très intéressante, partant de ce qui était Gisèle, d'ailleurs. Et elle était extrêmement vivante et elle était tellement heureuse. Je la sentais tellement bien sur scène que je pense qu'on oublie beaucoup de choses quand on est sur scène. Hein? Beaucoup de problèmes et même de joie. On devient un autre. Et j'ai l'impression que, contrairement à ce qu'elle dit, qu'elle était très heureuse, moi, quand elle jouait. On a quand même beaucoup travaillé ensemble. On a travaillé ensemble à la radio d'abord. Ensuite, à la télévision, on a fait des choses marquantes comme Bérénice de Racine, qu'elle a joué. Je pars plus amoureux que je ne fus jamais. Seigneur, je n'ai pas cru qu'en une journée qui doit avec César unir ma destinée, il fut quelque mortel qui put impunément se venir à mes yeux déclarer mon amant. Mais de mon amitié, mon silence est un gage. J'oublie en sa faveur un discours qui m'outrage. Je n'en ai point troublé le cours injurieux, je fais plus. À regret, je reçois vos adieux. On a fait pendant des années, et c'est là où je l'ai fréquenté le plus assidûment, parce qu'on faisait rue de Lens. On était des époux dans ça, et puis on allait tourner, passer l'été en Gaspésie, 3 étés en Gaspésie. Et ça peut pas attendre, Angémé. C'est pas des fanfreluches. Ça va coûter plus cher qu'une robe. Si ça n'avait pas été ce système de propage, ça aurait été le radar, la baleinière, et le gaillard d'avant, puis tout le fourbi de cette goélette qui mange tous les profits. Depuis qu'on est mariés que je l'entends se rengaine. Je connais, tu penses, leur frein. La goélette d'abord, la goélette tout le temps, puis la femme maintenant. Angémé, écoute, tu résonnes comme une petite fille. Pour jouer comme on jouait tous les deux dans Rue de Lens, il faut qu'on établisse une complicité en répétition, en répétant. Et c'est dans l'œil que, enfin pour moi, que je vois ça. Et Gisèle, c'est son regard qui tout à coup, n'avait plus besoin de la regarder, j'avais ce regard-là dans la tête, c'était pour elle que je jouais, et elle jouait pour moi, vous savez? Et c'est dans l'œil qu'on saisit cette espèce de don, de générosité et d'attention. Alors Gisèle, pour moi, c'était ça, des moments dans Bérénice, dans Rue de Lens, pendant 3 ans. C'était cette espèce de connivence. J'aurais fait de même. Ça te rajeunit de 10 ans au moins. À part la coiffure, Laurence n'a pas son égal. C'est elle qui t'a trimé comme ça. Oui. Ah. Et elle m'a pas trouvé de cheveux blancs, elle. Oh ben là, le chat sort du sac. Dis-moi pas que c'est ma folifonnerie d'hier qui t'a chaviré l'âme. Tu t'es sentie vieille, rien que bonne pour l'hospice. Et ensuite, on a joué au théâtre des belles choses. On a joué L'heure éblouissante, production dans laquelle elle était éblouissante. On a fait aussi Ménagerie de verre à Percé, ensemble. On a joué beaucoup, on a beaucoup travaillé ensemble. On était très liés. À part ça, quelque chose, des atomes crochus quand même. D'ailleurs, on s'entendait bien sur le métier. Je me souviens d'une pièce, Les Hussards. Elle était belle, mais elle était belle. Puis elle sautait. C'était très drôle. C'était un petit peu, ça ressemblait à du Molière, mais c'était pas du Molière. Je sais pas ce que c'était, en fait, Les Hussards. Mais c'était très drôle. Il y avait Jean Dalmain, il y avait Hoffmann qui faisait le bouffon dans ça. Puis c'était au début du TNM.
Et maman était splendide. Elle avait des seins, puis c'était peut-être pour ça maintenant, avec le recul, là, je dis peut-être pour ça que j'ai tellement aimé ça. Elle avait des seins absolument, des belles petites boules rondes, puis elle sautillait tout partout, puis elle avait été énergique. Hein. Et ça m'avait amusé. J'ai toujours un bon souvenir de cette pièce. J'avais embarqué, ça m'avait amusé, j'étais allé plusieurs fois, et là, j'étais fier, puis j'étais content. À d'autres moments, des fois, j'étais jaloux un peu de voir l'intensité d'émotions qu'elle pouvait mettre dans un autre personnage ou dans une autre vie. Puis là, je comprenais pas, puis ça me gênait. J'ai pris ma place, en plein centre, sous les projecteurs. J'ai levé les yeux vers le public. Et tout de suite, nos regards se sont croisés. Il était là, devant moi, un prince en tenue de soirée. Nous étions seuls, dans la foule. L'orchestre a commencé son intro et je me suis mise à chanter, sans le quitter des yeux. C'est l'amour qui fait qu'on aime. C'est l'amour qui fait rêver. Je n'ai jamais oublié ce rôle qu'elle a joué de façon tellement magnifique qui s'appelait Nénette, ce truc. La pièce s'appelait Nénette. Elle était... Oh, dans le boyau, là. Fantastique. Fantastique. Dans ce cas, plus d'hésitation, il faut s'en débarrasser. De CFRCK en 1960 à Montréal PQ en 1996, Gisèle Schmitt a joué dans de nombreux téléromans. Elle garde un souvenir très ému de La petite patrie de Claude Jasmin, dans lequel elle interprétait Gertrude, la mère de l'auteur. Puis à la télévision, j'ai fait La petite patrie, et c'était dans une langue très correcte. Et Claude Jasmin avait tellement de talent et de, je dirais, du génie même pour le dialogue, le sens. Il avait le sens des dialogues. Moi qui avais tant eu peur quand il a engagé Gisèle Schmitt, une Française. C'était pas une Française, mais enfin, elle parlait bien, tu comprends. Alors je me disais, ça ferait pas. Moi, je voulais Juliette Huot, une fille qui est capable de parler canadien, joual. J'espère, Claude, que vous me ferez chanter une chanson que ma mère chantait, qu'elle adorait, puis sentimentale, comme c'est pas possible. C'était viens, le soir descend, et l'heure est charmeuse. Viens, toi si frileux, la nuit déjà comme un monde. Mais les coqueliches vont vous faire chanter ça. Non, ça, je réserve ça pour la petite patrie. Et Gisèle Schmitt m'avait dit chez Méville, un repas, notre premier repas ensemble, pour qu'on fasse connaissance, je vous préviens, Claude Jasmin, s'il y a du joual, je n'en joue pas. Soyez prévenus. Faites attention comment vous allez écrire ça, parce que moi, le joual, il n'en est pas question. Je vais passer une année d'enfer. Marie-Paul, veux-tu pas sauter comme ça? Tu vas faire éclater tous les springs du lit. C'est pas éternel, Ali! Finalement, Gisèle Schmitt, qui est une grande comédienne, a joué ma mère de façon que moi je trouve inoubliable. Ça a été la mère, elle qui avait pas eu, elle a eu un enfant, mais bon, c'est une autre histoire. Elle n'avait pas eu de famille, disons. Et elle s'est mise à jouer à la mère. C'est une très jolie continuité, faite avec amour, puis dans un esprit de famille. Là, on sentait une famille. Et puis on se tenait. Et alors, même quand ça a terminé, on a fait ça 2-3 ans, quand ça a terminé, les enfants m'appelaient encore. Et oui, pour prendre de mes nouvelles. Tu peux pas me reprocher d'avoir vieilli, d'avoir clair maintenant. J'aurais dû rester un petit garçon. Oh ben tu m'as assez crié souvent de vieillir, tellement souvent. T'es jamais contente? Est-ce que je me plains de toi, Clément? C'est toi, ces temps-ci, qui est révolté. Contre tout ce qui existe, contre nous. Contre moi aussi, maman. Les jeunes l'attirent. Oui. Elle a été très jeune, je pense, puis elle voulait continuer. Les jeunes, les jeunes la passionnent, mais les jeunes l'aiment aussi. Mais c'est la vie qu'elle aime. C'est cette espèce d'énergie qu'elle a. C'est la vie qu'elle aime. Gisèle, pour moi, c'était pétillant. Puis quand elle racontait des histoires, justement, dans l'autocar, qu'elle sentait que Yves Desgagnés ou Paul Savoie ou les jeunes lui disaient « Ah oui, madame », puis là, tu sentais que, bon, j'ai l'occasion de partir. Il y avait quelque chose
chose qui s'allumait. Dans cette série-là, et on a travaillé pendant 4 ans ensemble, quotidiennement, tous les jours. Et on a eu une relation absolument extraordinaire. Et pendant le tournage et à l'extérieur du tournage, on est vraiment devenus des amis. On se voit et on se comprend, on s'écoute. C'est une femme qui me fait rire, que j'ai l'impression que je la charme un peu aussi. On parle de livres, on parle de cinéma. Elle va pas beaucoup au cinéma, mais on parle de toutes sortes de choses. Et c'est facile, c'est simple, c'est de l'amitié, c'est une sorte d'amour, je sais pas, on s'aime tout simplement. Je t'ai demandé de t'asseoir, alors assieds-toi. Urbain, j'ai pas de félicitations à te faire sur la façon que tu as depuis 6 mois de gérer tes affaires. D'abord, c'est bien évident que Florence et toi, vous vivez au-dessus de vos moyens. Tout ce que vous avez est hypothéqué à mort. Aussi bien la maison, la voiture que le Caligula. Même Émile, vous n'avez plus les moyens de le payer. J'ai horreur des boîtes carrées. Je les déteste de toutes mes forces. Même si on leur donne des noms et des options tape à l'œil, en bout de ligne, ça reste toujours des boîtes carrées. Vous ai-je dit à quel point je déteste les boîtes carrées? Voici ma voiture. La toute nouvelle berline Sebring de Chrysler. Voici ma voiture. Savez-vous ce qu'il faut pour devenir la plus grande société de fonds de placement au monde? Il faut plus de 500 professionnels de l'investissement qui font des recherches sur plus de 5000 sociétés chaque année. Il faut plus de 30 000 personnes qui travaillent jour et nuit dans votre intérêt. Il faut des ressources et des résultats. Alors si elle dispose de tels moyens, imaginez ce que cette société de fonds peut faire pour vous. Fidélité. Faites travailler la plus grande société de fonds au monde pour vous. Finale du concours, appelé Interac. Ça veut dire quoi? Interac, c'est 2 services. Payer avec votre carte bancaire ou retirer de l'argent de n'importe quel guichet. Interac. I-N-T-E-R-A-C. Pour payer ou retirer de l'argent, dites simplement Interac, sans le T. La même chose que Louis. Di Saronno. Mais avec une cerise. Di Saronno originali. Entre autres, dans le Montréal PQ, où elle jouait ma mère, elle jouait une aristocrate des années 50. Alors, c'est un peu l'image qu'on reçoit de Gisèle. Mais dans Albertine, c'était tout à fait le contraire. Et c'était aussi juste que quand elle joue des aristocrates, mais elle jouait vraiment une femme acariâtre, révoltée, violente. Elle était absolument remarquable. J'ai fait beaucoup de créations aussi. Langevin, Aquin. J'ai joué 4 pièces. J'ai créé 4 pièces de Longuerrand, de Jacques Longuerrand. Il faut être 2 pour recommencer. Pourrais-tu seulement oublier toute la déception dont je t'ai abreuvé? Non, je préfère regarder la situation en face. Elle n'est pas très brillante, je le reconnais. Mais je la préfère encore à un monde d'illusions qui prend feu au premier frottement.
que la vie commence à 50 ans. La dernière création que j'ai faite, c'est Albertine en 5 temps. J'aimais ça, faire ça. J'ai vu de la poésie chez la femme de 60 ans que je jouais. Et j'ai aimé faire ça. Avant, on m'avait demandé pour les belles-sœurs et puis d'autres. Mais j'étais pas prête. J'étais pas prête à... Mais j'ai eu beaucoup... Ça, je l'ai fait vraiment bien, avec beaucoup de cœur. Ce qui est arrivé d'intéressant et de tragique en même temps, c'est que pour qu'elle joue dans Albertine en 5 temps, pour la première fois dans une de mes pièces, il a fallu qu'une comédienne disparaisse parce qu'elle a remplacé Denise Morel, qui est en 84 qui est disparue. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Denise est disparue, Madame Brindamour, on avait besoin de quelqu'un pour remplacer Denise dans le personnage d'Albertine à 60 ans rapidement, parce qu'on commençait les répétitions dans 2 ou 3 semaines plus tard. Et Mme Brindamour a téléphoné à Mme Schmitt et elle lui a demandé, comme service, voudrais-tu, s'il te plaît, je sais que c'est un service que je te demande, mais on a besoin de quelqu'un, c'est une pièce magnifique. Et Mme Schmitt a dit non. Mme Schmitt a dit, écoute, non, j'aime pas ce qu'il fait, je ne connais pas ce qu'il fait, mais je ne suis pas d'accord avec le joual et tout ça, je me suis jamais senti à l'aise. Et Mme Brindamour lui a dit, écoute, je te donne 24 heures, lis le texte, je suis sûr que tu vas aimer ça, ça se peut pas que tu n'aimes pas ce texte-là. Et le lendemain, effectivement, Gisèle a téléphoné à Mme Brindamour en disant, semble-t-il, oui, il faut que je joue ce rôle-là. Et ce qui est formidable de la part de Mme Schmitt, qui jusque-là avait résisté à ce que je faisais, c'est qu'avant de commencer à répéter, une semaine ou 2 plus tard, elle a tout, non pas relu ce que j'avais écrit parce qu'elle avait toujours résisté, mais elle a lu tout ce que j'avais fait à l'époque, les chroniques jusqu'à, je ne sais pas, on était en 84, jusqu'à les Nouvelles d'Édouard, puis tout mon théâtre. Et elle est arrivée aux répétitions en disant qu'elle avait découvert un auteur qu'elle pensait détester puis qu'elle aimait en fin de compte. Alors, je l'ai gagné de cette façon-là, ce qui est assez formidable. Ce qui est de Gisèle dans Albertine en 5 ans, elle a imprimé au personnage cette espèce de sens tragique quand, à la fin de la pièce, quand elle disait j'aurais pu danser sur la tombe de ma fille parce qu'elle, au moins, elle a choisi son destin. Les gens dans la salle étaient absolument suffoqués d'entendre une femme du plateau Mont-Royal à travers cette voix extraordinaire, avec ce sens du tragique que Mme Schmitt a, dire des choses comme ça, c'était absolument fabuleux. Tout le long de la pièce, cette présence tragique, cette espèce de guenille que jouait Mme Schmitt, cette espèce de femme écrasée, dont on ne pouvait pas soupçonner qu'elle allait avoir une espèce de moment d'énergie à la fin et venir nous dire, parce que c'est elle qui arrivait avec le cœur du tragique, avec la fin du tragique, c'est-à-dire d'Albertine, juste avant qu'elle meure, avant qu'elle se drogue au point de mourir, et quand elle arrivait à la fin avec ces espèces de vérité, quand elle ouvrait les bras et elle disait le monde s'est écoulé sur mes épaules, tout le monde croyait que c'était vrai, qu'on avait une espèce de personnage, un vrai personnage tragique, classique, avec le monde qui s'écroulait sur ses épaules, et on le croyait parfaitement. J'en parle, mais j'ai des frissons. Moi, avec un personnage, je lui parle, je l'habille, je le fais manger. C'est une Anglaise, elle mange du porridge. Et puis elle porte des tailleurs à carreaux. Et puis je fais ça avec tous mes personnages. Alors il y avait une sorte de psychologie qui était faite déjà. Et qui, si elle était refusée par le metteur en scène, je disais d'accord. Mais très rarement on me refusait ce que j'entendais. Merci Bérangère. Ne me remercie pas trop vite, Urbain. C'est pendant la dernière année de tournage de Montréal PQ, la veille du 1er de l'an 1996, que Gisèle Schmitt sera victime d'un sévère accident cardiovasculaire qui viendra mettre un terme à sa carrière. La série n'était pas terminée et malgré son état de santé précaire, elle insista pour terminer son travail. Ça, je m'en doute bien. Elle s'est jamais plainte, elle s'est jamais demandé qu'on arrête.
s'arrête parce qu'elle était fatiguée. Mais on voyait tout à coup qu'elle était fatiguée. Alors on essayait, bon, on va s'arrêter. Bon, Gisèle, on refaisait. Moi, je faisais des italiennes avec elle, des répétitions de texte, plus que j'en aurais fait normalement. Ou pour la sécuriser aussi au niveau de la mémoire. C'est ce qui lui faisait peur, c'est de ne pas avoir la mémoire des scènes, scène après scène, surtout avec un texte aussi complexe que celui-là. Mais en dehors de ça, elle était là, elle était présente, elle était, quand je dis présente, pas uniquement physiquement, elle était vraiment présente, active. Et je suis convaincu qu'en regardant toute la série, on se rend pas compte que tout à coup, entre deux des émissions, elle était malade. C'est dommage qu'elle ait été, vraiment c'est dommage qu'elle ait été si malade, parce que c'est une personne qui a le goût de vivre, qui aimerait ça faire des choses, puis même si elle l'avoue jamais, je suis sûre que ça lui manque. Et puis sa vie, c'est vraiment le théâtre, sa vie, c'est les planches, sa vie, c'est le théâtre, sa vie, c'est de faire ça, puis c'est vraiment tragique qu'elle ne puisse pas continuer ce qu'elle fait. Elle accepte son état, avec énormément de sérénité, énormément de générosité envers nous, parce qu'elle ne se plaint pas de ça, jamais, jamais. C'est un deuil à vivre. Ce que le médecin m'a dit en arrivant ici, vous vivez un deuil. Vous avez travaillé à bloc et puis pendant des années et des années. Vous vivez un deuil. Et c'est vrai, je l'ai ressenti. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait et puis je suis heureuse et je suis près de mes enfants. Julie et Jean-Pierre, qui sont merveilleux pour moi. Alors, et puis je prends l'air. Et il paraît, le médecin me disait, vous allez gagner 10 ans ici. Je sais pas. Je sais pas. On verra. Elle a toujours de l'espoir. Elle aime la vie, elle adore les hommes, elle adore qu'on lui fasse la cour. Mais enfin, qui n'aime pas ça? Je veux dire, il n'y a pas une femme qui n'aime pas ça, il n'y a pas un être humain qui n'aime pas ça. Mais elle ne s'en cache pas du tout, et elle garde ce côté jeune fille, naïve, qui est charmant. Et elle fabule un petit peu de ces côtés-là. Et puis, c'est frais, c'est des fois étonnant. Puis c'est grâce à ça qu'elle a le petit air moqueur. Elle aime être conquise, je pense. J'aurai 80 ans le mois prochain, mais je parle à travers mon chapeau. C'est certainement que je serai capable encore de sentiments intimes. Je prends l'expression que je suis en train de lire à la recherche du temps perdu. Et Marcel Proust, dans une expression, appelle ça des sentiments intimes. Et je trouve ça joli. Quand elle n'en avait pas, elle rêvait à l'amour, je pense. Gisèle était très, comme je vous dis, elle avait comme un besoin aussi de dire qu'il fallait qu'elle aime. Il y avait de ça chez elle aussi. Mais c'est vrai que ça a été une passion, puis c'est vrai que, et c'est ça qui est étonnant, c'est que les amours déçus pour elle, c'était assez étonnant de voir comme elle réagissait. Il n'y avait même plus de beaux souvenirs, tellement elle voulait avoir l'idéal au fond. Je pense qu'elle était comme ça, elle idéalisait les choses beaucoup. L'amour, c'est nécessaire. L'amour, c'est ce qui nous aide à vivre. C'est ce qui nous fait vivre. L'amour, ça fait partie de la vie, comme la mort. Il faut y passer. Heureux ou malheureux. Il est amoureux, le cœur de maman. Il est passionné, puis il est amoureux. Il a saigné beaucoup. Elle a eu de la peine dans sa vie. Elle a eu beaucoup de peine. Mais elle se ressaisit. Elle aime maman. Elle aime. C'est une passionnée de la vie. C'est une passionnée de l'amour, évidemment. Puis c'est une passionnée de la perfection. Cher amour, triste et beau, serait-ce encore possible, vous ayant aimé du plus profond souci, de marcher sur le chemin durci où l'ombre de vos pieds ne sera plus visible. Voir sans vous les veilles du printemps, les dimanches de mars, l'orgue de barbarie, la foule heureuse. Amour,
qu'un jour vous ne soyez plus là. Vous, vos pleurs, vos ris et vos roses, les plaisirs et l'amour vous tenant, quelle chose pour ceux qui n'ont vraiment vécu que pour cela. Malgré son innocence, on sent déjà qu'on est fait pour ça. L'on voit un amant, mais timidement, on baisse les yeux pour le regarder mieux. D'où vient ce soupir, d'où vient ce désir qui presse l'estomac et le cœur petit craint. L'amant vous presse, sa peine intéresse, on sent déjà qu'on est fait pour ça. La bonne amie est moins chérie que cet amant qu'on avait un moment. Quand il sait plaire, il devient téméraire et l'on excuse l'audace qu'il a. Et puis, notre trouble redouble et puis l'on aime et tout finit par là. On sent